1946, dans la paisible ville de Burlington, personne n'imaginait qu'un jour, ce nom serait associé à l'un des tueurs les plus terrifiants de l'histoire américaine. Imaginez quelqu'un de poli, très bien habillé, intelligent, qui te sourit. Maintenant imagine que cette même personne était en réalité un tueur en série et l'un des plus connus de l'histoire américaine. Cette personne, c'était Ted Bundy. Vous allez voir, le plus déroutant dans cette histoire, c'est que Ted Bundy avait une apparence tout à fait normale. Il ressemblait pas à un monstre. On n'aurait jamais pu se douter que c'était un tueur en série. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point comment il a fait pour jamais se faire attraper sur 15-20 ans et comment il a fait et comment il a procédé pour tuer autant de monde. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de comment un homme d'apparence tout à fait normale a réussi à manipuler, séduire et tuer pendant des années. Mais surtout, je vais vous parler de comment il a fait pour ne pas se faire arrêter pendant aussi longtemps. Avant qu'on commence la vidéo, je fais juste une petite aparté de quelques secondes. J'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne, que vous likez et que vous partagez si mon contenu vous plaît. Vous êtes plus de 50% à pas vous abonner et je le vois et j'aimerais vraiment que vous vous abonniez pour aider au référencement de la chaîne afin qu'on puisse se développer et que je puisse continuer à m'améliorer et proposer du contenu qui vous plaît et ça toutes les semaines. Allez, on y va. Bonne vidéo. La personne que vous voyez apparaître sur l'écran, c'est Ted Bundy, enfant puis adulte. Il naît en 1946 aux États-Unis. Il grandit dans une famille assez compliquée. Pendant longtemps, il croit que sa propre mère, c'est sa sœur. Son grand-père est assez autoritaire, parfois violent. Très tôt, il apprend à cacher ses émotions, à montrer une image différente de ce qu'il ressent vraiment. À l'école, il est intelligent, drôle, discret. Personne ne se méfie. Il rend ses devoirs à l'heure, il répond quand on l'interroge, il sourit quand il faut sourire. Il a compris très tôt que l'apparence rassure, qu'un enfant calme ne pose pas de questions, qu'un élève brillant ne dérange pas. Alors il observe, il analyse, il apprend à dire ce que les autres veulent entendre. À l'intérieur pourtant, ça bouillonne. La confusion, la colère, la honte aussi parfois, mais rien ne dépasse. Il a construit un masque solide, un masque poli, quasiment parfait. Et plus il grandit, plus il devient doué pour disparaître derrière lui-même. Dans les années 70, Ted Bundy est un étudiant en droit. Il travaille même en politique locale. Il a l'air sérieux, il parle bien, il inspire confiance. Et c'est exactement ce qu'il va utiliser. Il approche ses victimes dans des lieux souvent publics, souvent des étudiantes. Il fait semblant d'être blessé. Il demande de l'aide pour porter les livres jusqu'à sa voiture. Et parce qu'il a l'air normal, on l'aide. C'est comme ça que tout a commencé. Une demande banale, un geste de gentillesse, quelques secondes d'hésitation, puis plus rien. Les disparitions s'enchaînent. D'abord une, puis deux, puis d'autres encore. Toujours le même scénario. Toujours ce visage rassurant. Toujours cette impression que le danger ne peut pas venir de lui. Les campus s'inquiètent. Les affiches disparues se multiplient sur les murs. Les familles attendent des appels qui ne viennent pas. Et pendant ce temps, il continue sa vie. Il sort, il étudie, il parle politique et il serre des mains. Personne n'imaginait que l'homme poli, souriant, ambitieux, menait une double vie. Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, ce n'est pas seulement la violence, mais la normalité de celle-ci. Ted Bundy était une personne tout à fait normale d'apparence. Il ressemblait à tout le monde, il arrivait à se fondre dans le décor. Il va donc utiliser cette faille pendant des années. Il va continuer à manipuler les gens, jouer de leur gentillesse, abuser de leur confiance, limite l'utiliser contre eux. Et on l'a vu au tout début de cette histoire que ses premières victimes étaient tuées comme ça. Il leur faisait croire qu'il était blessé pour qu'elles l'accompagnent jusqu'à sa voiture pour qu'ensuite il les fasse disparaître. Et pendant longtemps, il échappe à la police. Entre 1974 et 1978, les enquêteurs estiment qu'il assassine au moins une trentaine de jeunes femmes. En 1989, juste avant son exécution, il avouera 30 meurtres, mais beaucoup pensent que le chiffre réel est plus élevé. 35, peut-être plus de 40, on ne sait pas. La plupart de ses victimes ont entre 18 et 25 ans. Des étudiantes, des jeunes femmes qui rentraient chez elles, qui faisaient confiance. Mais il ne tuait pas par hasard, il observait, il choisissait et il préparait. À chaque État, le même schéma. Washington, Utah, Colorado, puis la Floride. Et comme les dossiers ne sont pas centralisés aux États-Unis, les polices ne communiquent presque pas entre elles. Ce qui devrait former une série, en fait, ressemble plutôt à des affaires isolées. Il change régulièrement d'endroit, il change parfois d'identité. Il ment avec une facilité déconcertante. Et plus le temps passe, plus la violence augmente. En janvier 1978, en Floride,
il entre dans une résidence universitaire et en une seule nuit, il attaque plusieurs jeunes femmes. 2 meurent, d'autres survivent. Le pays commence enfin à comprendre qu'il ne s'agit pas de disparition ordinaire. Ce qui est glaçant dans cette histoire, c'est pas seulement le nombre ou encore la violence de son acte. C'est qu'entre 1974 et 1978, il a vécu une vie normale. Il sortait, il parlait politique avec des amis, il souriait, il avait des interactions avec des gens finalement. Alors que pendant tout ce temps, des familles cherchaient leurs filles. Et le plus problématique dans cette histoire, c'est que personne n'a réussi à faire le lien entre ces atrocités et lui. Parce qu'à cette époque, le concept même de tueur en série est encore mal compris. Pendant que les autorités cherchent un monstre, elles croisent un étudiant en droit, bien habillé, articulé et très calme. Il est finalement arrêté en 1975 dans l'Utah pour enlèvement aggravé. Mais même là, il continue à manipuler. Il comprend très vite quelque chose. Le tribunal est une scène. Alors il joue un rôle. Il décide de se défendre lui-même. Costume bien ajusté, cheveux coiffés, regard assuré. Il questionne les témoins. Il prend des notes. Il sourit parfois. Certaines personnes dans la salle le trouvent intelligent, éloquent, presque attachant. Les médias commencent à s'y intéresser. Les caméras le filment. Et lui, il aime ça. Mais derrière cette façade maîtrisée, il prépare déjà autre chose. En 1977, pendant un transfert au tribunal du Colorado, il demande à consulter des livres à la bibliothèque du palais de justice. Il est laissé seul quelques minutes, mais quelques minutes suffisent. Il saute par une fenêtre du deuxième étage, puis disparaît. Il est rattrapé quelques jours plus tard. Menottes, retour en cellule. On pensait l'avoir brisé, mais non. Quelques mois après, en décembre 1977, il s'évade encore. Cette fois, depuis sa cellule. Il amaigrit volontairement son corps, creuse un trou dans le plafond, se glisse dans un conduit et traverse l'appartement du gardien. Il sort sans un bruit. Cette seconde évasion choque à l'Amérique. Un homme accusé de multiples meurtres vient de s'échapper, et ça 2 fois. Et pendant plusieurs semaines, personne ne sait où il est. Ce qui va suivre sera encore plus violent. Il traversera le pays, direction la Floride. Janvier 1978, il arrive à Tallahassee. Sous une fausse identité, il loue une chambre, puis il observe encore. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il n'est plus méthodique comme avant. Il est pressé, instable. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1978, il entre dans une résidence universitaire et tout va très vite. Il attaque plusieurs jeunes femmes pendant leur sommeil. 2 d'entre elles meurent, 2 autres survivent gravement blessées. Le choc est immense. Ce n'est plus une disparition mystérieuse, mais une attaque directe dans un lieu censé être sûr. Et quelques semaines plus tard, il tua encore. Cette fois-ci, une adolescente de 12 ans qu'il a enlevée puis assassinée. En quelques semaines en Floride, il commet plusieurs attaques, dont 3 meurtres confirmés. Cette fois, la traque s'intensifie. Le 15 février 1978, il est arrêté après un simple contrôle routier. Encore une fois, mais cette fois, il ne s'échappera plus. Les preuves s'accumulent, les témoignages aussi, et surtout, pour la première fois, la télévision diffuse son procès en direct. L'Amérique découvre son vrai visage, son sourire, son calme, et comprend que c'était un monstre. Mais là, on parle plus simplement d'un tueur, on parle d'un homme qui était convaincu d'être plus intelligent que tout le monde. Et le problème dans tout ça, c'est qu'à un moment, il l'a été. Mais il a su garder son calme jusqu'au dernier jour. Et 2 heures avant son exécution en 1989, via la chaise électrique, il avouera avoir tué 30 personnes, 30 femmes. Parce qu'il ne ressemble pas à un monstre, il était gentil en apparence, bien habillé, respectueux. Il parlait normalement, il travaillait et il vivait comme tout le monde. Rien ne montrait qu'il était dangereux, et c'est ça qui fait peur. On pense souvent que le mal se voit, qu'on peut le reconnaître facilement, qu'il a un visage effrayant, mais c'est pas toujours vrai. Parfois, le danger a l'air normal, il sourit, il dit bonjour, il inspire confiance, et ça fait réfléchir. Bon, on est arrivé sur la fin de la vidéo malheureusement. Je vous ai raconté l'histoire de Ted Bundy, l'histoire d'un tueur en série, l'un des plus connus des États-Unis, alias Lady Killer. Peut-être que vous le connaissez sous ce nom-là aussi. Je vous ai raconté son histoire parce qu'elle est basée de manipulation. Il a utilisé son apparence également, mais il a utilisé aussi son charme comme une arme. C'est pour ça que je vous ai raconté son histoire. Parce que ça montre une chose, c'est que le mal ne ressemble pas forcément à ce qu'on imagine. C'est pour ça que je vous ai parlé de Ted Bundy notamment. Mais je reviens sur un point. Les journalistes ont évoqué qu'il y avait potentiellement plus de 100 meurtres à son actif, sauf que lui en a confirmé 30 juste avant de mourir sur la chaise électrique en 1989. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous avez bien regardé la vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Si vous a plu ou si vous voulez quelque chose de plus long ou des vidéos sur d'autres tueurs en série, faites-le moi savoir en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Et surtout, ça m'aide à me développer. Et je vous dis moi à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao et bonne soirée.